Dans les mangas animés, il arrive très souvent qu'un méchant soit beaucoup trop puissant, au point qu'il semble imbattable. Et ces gars-là ont souvent les mêmes caractéristiques. Surpuissance démesurée, pouvoir cheater, ou tout plein de transformations tout genre. Ils ont souvent l'air increvables, et on a l'impression qu'il n'y a que l'élu qui puisse les vaincre. On en avait déjà vu dans la précédente vidéo, mais j'en ai encore en stock. Il est temps de voir 6 autres méchants de manga et d'animé qui sont beaucoup trop puissants pour leur univers. Si je vous demande un antagoniste beaucoup trop puissant dans les mangas animés, il y a de bonnes chances que le premier qui vous vienne en tête n'est nul autre que Freezer. Ce tyran galactique a imposé le respect et la menace dès sa première apparition au sein de l'œuvre. Déjà, on apprend que c'est lui qui a détruit la planète Vegeta. Donc au KLM, on sait qu'il est capable de détruire des planètes. Je sais qu'aujourd'hui dans Dragon Ball c'est presque la norme, mais à l'époque, un personnage capable de faire ça, c'est vraiment une dinguerie. En plus, quand on regarde le TV spécial sur Badak, on voit qu'il a fait ça assez facilement, une main dans le slip. On ressent tellement sa surpuissance que pendant une bonne partie de l'arc, les héros Gohan et Krillin n'osent même pas l'affronter et préfère se cacher. On apprend que Vegeta, qui est le boss de l'arc précédent, il était à son service. Et quand on sait la puissance et l'orgueil du prince des Saiyans, le savoir au service de quelqu'un nous fait bien comprendre la puissance que Freezer pourrait avoir. Pour nous montrer une partie de sa force, il affrontait Nail, le plus puissant Namek dont il est dit qu'il a une puissance de 42 000 unités. Pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire qu'à ce moment-là, Nail serait largement capable de vaincre Vegeta, ainsi que la plupart des soldats de Freezer. Et bien dans cet affrontement, Freezer n'a pas juste gagné, mais il a littéralement humilié Nail en ne s'étant pas fait toucher une seule fois. Et ce, en n'ayant utilisé qu'un seul bras pour défoncer Namek. Mais bon, vers la fin de l'arc, il faut affronter le grand méchant. Et vraiment, Freezer est un peu devenu l'archétype du boss final hyper fort dans les mangas animés. On voit clairement qu'il est au-dessus des protagonistes avec ses transformations. À un tel point que l'auteur est obligé de donner des power-ups abusés aux héros pour qu'ils ne meurent pas en 5 secondes. On a par exemple Piccolo qui passe de 3400 unités à plus d'1 million 7 jours. Ou encore les Zenkai de Gohan, Vegeta et Goku, qui multiplient leur puissance par 5 ou encore par 30. Ce qui est ridicule, hein. Mais bon, ça ne suffit pas. T'as même Vegeta qui se donne à fond, genre il se croit vraiment trop chaud, tu vois, en mode je suis Super Saiyan. Mais au final, il se fait détruire par Freezer, qui utilise 2% de sa puissance max. Même quand Goku débarque, il ne fait pas le poids malgré ses techniques ultimes, que sont le Kaioken x20 et le Genkidama. Freezer était tellement fort qu'Akira Toriyama a littéralement dû donner un petit coup de pouce à Goku en créant le concept de transformation qui offre un boost dans les shonen Neketsu grâce au Super Saiyan. Il faut dire que ça soit les différentes formes de Naruto, le Gear 5 ou le Bankai d'Ichigo, tout ça, c'est en quelque sorte grâce à Freezer. Bon, après il se fait dépasser par Goku et tout plein de personnages au sein du manga, mais il a tout de même une certaine importance et est devenu une référence. Il sert par exemple à nous montrer la force de Trunks et nous fait dire que les cyborgs vont être hyper dangereux vu que le fils de Vegeta ne peut pas les battre. On apprend également que Cell a son ADN et lorsque Kaioshin est introduit, pour nous dire qu'il est fort, il dit qu'il peut one-shot Freezer. Même au sein des films, il continue de faire parler de lui, comme dans le film de Slug, par exemple, pour nous dire que le Super Namek est hyper fort. Et dans Fusion, il semble être le leader des méchants ressuscités, même si Gohan le one-shot, mais bon. Là c'est logique, c'est dans Dragon Ball Super qu'il fera son grand retour, où on nous révèle que son potentiel est clairement le plus impressionnant de la série. Je veux dire, en 6 mois d'entraînement, il passe de niveau, je me fais battre par un Super Saiyan, à je me tape contre un Super Saiyan Blue, qui est... quoi, 1 milliard de fois plus puissant peut-être? Après bon, il se fait quand même battre, et à partir de l'arc tournoi du pouvoir, c'est un peu le boss de jeu vidéo méga fort quand tu l'affrontes, mais qui a une puissance banale quand il est dans ton équipe, vu qu'il se fait exploser par Toppo, et dans le film Broly, c'est clairement une humiliation. Mais il a tout de même su revenir à son prime dans l'arc Granola, en one-shotant Gas, le boss de l'arc, qui était à ce moment-là, le mortel le plus fort de cet univers. Et pour rappel, il a fait galérer Goku Ultra Instinct maîtrisé, et Vegeta Ultra Ego, pour juste après révéler sa nouvelle forme, Black Freezer, avec laquelle il a couché Goku et Vegeta à leur prime en un seul coup. On apprend d'ailleurs qu'il a eu cette forme en s'entraînant 10 ans, dans une salle similaire à la salle de l'esprit du temps. Déjà qu'en 6 mois il a atteint un stade Super Saiyan Blue, juste imaginer une perspective similaire sur 10 ans, c'est terrifiant. Il est peut-être même plus fort que Beerus. Et depuis qu'on a vu ça, il y a plein de théories sur sa vraie puissance, et à quel point il va falloir que les héros fassent équipe. Il est redevenu The Antagoniste tellement fort qu'on dirait que c'est un boss de jeu vidéo. Si DBS continue un jour, je me demande vraiment comment les héros vont faire pour le vaincre. Et d'ailleurs, si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Je parle de puissance, de pouvoir, ou encore de pire univers de manga. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner, en plus ça soutient la chaîne. Parmi les boss finaux qui ont marqué leur manga, que ce soit en bien ou en mal, l'exemple le plus récent est certainement Ryomen Sukuna du manga Jujutsu Kaisen. Dès le début, il est présenté comme étant une vraie menace dans cet univers, tellement que sa puissance a été scellée
est divisé dans ses 20 doigts. Dès que Megumi voit que Yuji est possédé par ce dernier, on voit qu'il a ultra peur. D'ailleurs, quand on regarde à nouveau cette scène en connaissant la suite du manga, on se rend compte que Megumi était sur le point de lui balancer Makora dans la gueule, alors qu'à ce moment-là, Sukuna n'avait qu'un seul doigt. Donc ça voulait dire qu'il avait genre 5% de sa puissance totale. Bon, après ça il s'est fait humilier par Gojo, mais en même temps c'est l'exorcisme le plus puissant, donc en vrai ça va. Et tout au long du manga, Sukuna et ses doigts servent d'unité de mesure pour tous les persos. Genre, t'as Jogo qui demande à Kenjaku combien de doigts Sukuna il vaut, et Gojo est confiant en face de Sukuna tant qu'il n'a qu'un certain nombre de doigts. Vraiment, moi-même dans une précédente vidéo, j'avais évalué la puissance de Toji en utilisant les doigts de Sukuna comme unité de mesure. La première fois qu'on le voit combattre, c'est contre Megumi alors qu'il n'a que 3 doigts. Et autant dire qu'il a humilié le jeune exorciste. On peut d'ailleurs comprendre qu'il peut vivre sur son cœur tant que c'est lui qui a le contrôle. Ensuite, il s'est battu contre Yuji dans leur espace intérieur, et il a humilié et forcé à faire un pacte. Et lorsque Mahito, un fléau qu'on savait plus fort que Nanami était en face du roi des fléaux, il était choqué de sa puissance. Mais le premier moment où Sukuna a vraiment choqué tout le monde, c'est bien dans l'arc Shibuya. S'il était pas si fort que ça avant, c'était parce que sa puissance était vachement réduite. Sauf que les servants de Geto souhaitaient lui demander de l'aide. Et pour ce faire, ils ont fait bouffer 10 doigts à Yuji. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il en avait 15. Jogo a demandé à ce qu'il rejoigne son équipe, et Sukuna a répondu « Ok, je le fais ». Mais que si t'arrives à me toucher une fois. Et honnêtement, c'était une humiliation totale. Le roi des fléaux était si fort qu'on pense que Jogo, il est nul. Alors que le gars, il est extrêmement dangereux. C'est vraiment un top tier capable de cramer des quartiers entiers et de balancer des putains de météorites. Mais le pauvre, il a rien pu faire. La différence était telle qu'il n'a même pas essayé d'utiliser son extension de territoire, car il savait que Sukuna le défoncerait sur ce terrain. Et le roi des fléaux l'a littéralement réduit en cendres avec un sort de feu. Il a cramé le fléau qui incarne la peur des éruptions volcaniques. Non, une dinguerie. Et la scène où Jogo pleure avec Sukuna qui lui dit « T'inquiète, t'étais fort », c'est littéralement devenu un mème. Et la séquence qui a choqué tout internet, c'est bien son affrontement contre Makora, le familier de Megumi qui est une sorte de Doomsday avec une force surhumaine et une capacité à s'adapter à tout ce qui lui fait des dégâts. Le combat était démentiel avec des centaines de bâtiments qui sont balayés et probablement des milliers de victimes collatérales. Et ce, juste avant que Sukuna parvienne finalement à balayer Makora. Et à partir de maintenant, je vais spoil ce qui n'a pas encore été adapté en manga. Donc les animés only, on se retrouve à ce timecode. C'est bon hein? Allez, c'est parti. Par la suite, Sukuna va réaliser son plan en prenant le corps de Megumi afin d'obtenir toutes ses capacités, mais de façon décuplée. Genre le nuée, l'espèce d'oiseau, celui de Sukuna est 10 fois plus fort et puissant. Son premier objectif est d'aller tuer Yorozu, la sœur de Megumi, afin d'avoir un total contrôle sur le corps. Il a fait ça à l'aide du familier que Megumi n'a jamais su dompter, Makora, et c'était vraiment nécessaire, car son prochain combat est contre nul autre que Satoru Gojo, le plus puissant exorciste. Un combat qui a retourné internet dans sa version manga, donc j'imagine même pas la version animée. Sukuna l'affrontait en traite avec l'aide de ses familiers, qui arrivaient à passer l'infini Gojo, et il a gagné en le tranchant en deux, parce que Gojo, il a baissé sa garde. Non mais c'est quoi cette raison super nulle? Mais bref, suite à ça, c'est Kashimo qui veut tenter sa chance contre le roi des fléaux. On rappelle que Kashimo, c'est l'exorciste le plus puissant de son époque, et sûrement que s'il affrontait Gojo, il ferait un combat plus qu'honorable. Et au début, il se débrouille bien, mais lorsque Sukuna récupère sa forme de l'époque, il guérit de toutes ses blessures et possède, selon les personnages, un corps parfait pour l'exorcisme. 4 bras, 2 pour se battre, et l'autre pour faire des mudras. 2 bouches, une pour faire des incantations, et l'autre pour taper la discute, je suppose. Avec son Infinite Slash, il a changé Kashimo en sashimi. Et à partir de là, Sukuna a fait un enchaînement de 1v1 qui en est presque devenu grotesque et ridicule. Il s'est fait à la suite Iguruma, Yuta Okotsu, Maki Zenin, Kusokabe, Shozo, Miguel, Todo, Yuta une seconde fois dans le corps de Gojo, et Anna. Tout ça avec en plus Yuji qui était constamment là. Et s'ils se sont autant permis de ne pas lâcher l'affaire, c'est parce qu'il était affaibli suite à son affrontement avec Gojo. Il n'était plus capable d'utiliser son extension de territoire, donc il ne fallait pas laisser tomber cette occasion inespérée offerte par le sacrifice de Gojo. Il finira par perdre suite à un 1v1 contre Yuji, qui a tenté de le Tokno-jutsu avec son territoire, et aussi parce que Nobara s'acharnait sur lui à distance en frappant son dernier doigt. Ce qui a permis à Yuji de l'achever avec un Black Flash. Et à ce moment-là, tous les lecteurs étaient en mode « Ouf !» Enfin. Et d'ailleurs, après cette victoire, son disciple Urume nous avoue que le Sukuna qu'on a vu là, il était très loin d'être à son prime. Mais bon, pour résumer, le gars a une réputation et une aura tellement abusée qui sert de power scaling dans son verse, il a tabassé et dompté le plus puissant familier du manga, il a vaincu l'exorciste le plus fort, et il a tabassé tout le reste du casting alors qu'il n'était même pas à son prime. Vraiment, je comprends pourquoi beaucoup ont renommé le manga Sukuna Kaisen. Parmi les antagonistes de Jojo, on pense souvent à Kira, Pucci ou bien sûr Dio. Mais on oublie trop souvent le second antagoniste de la saga, qui est pourtant devenu la forme de vie suprême. Car, en tant qu'homme du pilier, a les capacités d'un vampire, mais en version boostée. Il est donc immortel, a une super force, vitesse, résistance, et globalement,
une grande intelligence. Et ce, en plus de pouvoir manipuler leur corps à leur guise et se régénérer s'ils ont la possibilité de boire du sang. Leur seule faiblesse étant bien sûr le soleil, ainsi que l'onde qui utilise les mêmes molécules que le soleil pour tuer les vampires. Kars a en plus de tout ça une capacité unique, lui permettant de faire sortir des lames de lumière de son corps, qui en plus peuvent tourner à la manière d'une tronçonneuse pour faire un maximum de dégâts. Avec tout ça, Kars est très fort, mais il reste cependant battable par pas mal de personnages qui manient l'onde, ou qui sont assez résistants pour le tuer à l'aide du soleil. Cependant, lorsqu'il réussit à enfiler le masque de pierre orné de la pierre d'Aja, il devient la forme de vie ultime. Sous cette forme, il devient déjà insensible au soleil, ce qui fait qu'il devient aussi immunisé à l'ombre, et est même capable de l'utiliser lui-même. Donc, si vous avez suivi, ça veut dire qu'il est mortel et qu'il est à présent immunisé à ses seules faiblesses. Mais ce n'est pas tout, il devient en plus capable de moduler son corps à un niveau cellulaire, ce qui lui permet de pouvoir prendre n'importe quelle caractéristique pour son corps. Genre par exemple, il peut se faire des ailes d'oiseau pour voler. Avec tout ça, vous vous dites, mais du coup, Joseph, comment il a fait pour le tuer? Eh bien, justement, il n'a pas fait. Il a utilisé l'éruption d'un volcan afin de le propulser dans l'espace. Comme ça, il se fait geler. Et le pire, c'est que Kars, il s'adapte même à ça. Sauf que malheureusement, il erre dans le vide spatial pour l'éternité. Le truc était tellement cheaté et intuable, qu'Araki a dû trouver une autre solution pour s'en débarrasser. D'ailleurs, le power creep était tellement violent que le système de pouvoir et de progression du manga a totalement changé par la suite. Bah oui, comment tu peux faire plus fort qu'un dieu? Eh bien, tu peux pas. C'est pour ça que la partie 3 met plus en avant des adversaires fourbes qui utilisent la ruse pour se battre. Et les méchants ne sont pas plus forts progressivement. C'est vraiment très aléatoire, sauf pour la fin. Et pour le coup, avec son immortalité absolue, je pense que même aujourd'hui, il y a très peu d'utilisateurs de stand qui pourront venir à bout. Cependant, ça, c'était juste dans le manga. Parce qu'il y a un autre Kars, celui du light novel, Giorgio Star. Et il est tellement pété que je devais vous le présenter. Ici, c'est un Kars qui a réussi à s'échapper du vide spatial en allant sur Mars. Il y est resté des millions d'années, il a même subi les reboots de Pucci, mais il a été retrouvé par Funny Valentine, qui le ramène sur Terre. Il a conclu un marché avec Dio, mais il a fini par le trahir, car comme Dio est humain, il le voit comme un être inférieur. Et cette version de Kars, vraiment, il pliera en 5 Giorno et son God Experience Requiem, tellement ils ont abusé sur sa puissance. Juste pour vous dire, il possède à lui seul 8 stands. Combien? Oui, 8 stands. Oui, c'est beaucoup, et de base, c'est pas trop possible. Et dans le lot, t'en as 6 qui sont des versions boostées des stands des antagonistes de Jojo des parties 3 à 7. Donc oui, il a des versions améliorées de The World, Killer Queen, Whitesnake, Simoon, Made in Heaven et D4C. Tu m'étonnes qu'il n'a jamais été vaincu. Dieu merci que ça soit pas canon, car un truc aussi stupidement abusé, tout bon scénariste que Araki soit, je pense pas qu'il arriverait à donner une défaite cohérente à ce bordel sur pattes. S'il y a bien un antagoniste de manga qui incarne le mastermind, c'est bien Aizen de Bleach. Aizen est depuis toujours révolté du fait que l'équilibre du monde soit régi par le roi des esprits, une entité totalement passive. Ça va le pousser à élaborer un plan sur des centaines d'années pour renverser ce fameux roi. Il s'est lancé dans des années de recherche et d'expérience en ayant pris sous son aile plusieurs Shinigami comme Gin ou Tosen. Il fait aussi des expériences sur son collègue Shinji et fait accuser Urara de ses crimes, un vrai génie de la manipulation. Une de ses expériences, c'est d'ailleurs la naissance de notre protagoniste, puisque c'est en quelque sorte Aizen qui a manipulé les événements pour qu'un Shinigami fasse un enfant avec une Quincy qui a eu un contact avec un holo. Bon, on a vu qu'Aizen était un fort manipulateur, mais qu'est-ce qu'il voit à la baston? Eh bien, évidemment, il est méga cheaté. Déjà, il a un Reatsu qui met Grimjo en PLS. Il peut stopper les impactos de Komamura à main nue, et c'est le seul personnage de la série capable d'utiliser correctement les Kido. C'est sort un peu nul que les personnages arrêtent d'utiliser à terme, parce que c'est pas très efficace. Mais Aizen, lui, il fout des roustes au Shinigami avec. Et d'ailleurs, la scène où il compte Ichigo avec un doigt et le tranche en deux, elle est encore dans ma tête. Mais ce qui le rend vraiment au-dessus de tout, c'est son Zanpakuto, Kyoka Sugetsu. Le pouvoir de son Shikai lui permet de faire ce qu'il veut à toutes les personnes qui ont vu la libération de son Zanpakuto. Enfin bref, c'est un pouvoir qui est très utile pour manipuler son entourage, et avec, il est imprenable dans un combat. Avec, il a vaincu Baragan qui était le roi du Wekomondo pour prendre son trône et former les Espadas, qui est la team d'antagonistes la plus connue de Bleach. Et lors de la bataille de Karakura, il était seul face à des dizaines de Shinigami, et il les a tous fumés la main dans le slip. Bon après, il y a quand même quelques limites, il se savait incapable de vaincre Yamamoto à la loyale, mais bon, pas de souci, puisqu'il a créé un Arrancar pour être son compte parfait. À partir de là, il estime avoir atteint sa limite de puissance en tant que Shinigami. C'est pour ça qu'il va utiliser les pouvoirs de Yogoku avec qui il a fusionné pour gagner encore en puissance pour accomplir son objectif. D'ailleurs, je sais pas si vous pensez la même chose, mais à partir de là, l'auteur fait preuve de facilité scénaristique en rendant Aizen bien plus teubé. Il le fait jouer imprudemment avec ses adversaires, et il utilise même plus Kyoka Sugetsu qui le rendait pourtant si puissant. Et c'est là que son plus fidèle allié Gin le trahit et tente de le tuer. Mais bon, Aizen arrive à passer outre, et il a rendu l'appareil à Gin. C'est à ce moment-là que Ichigo débarque avec son power-up pour l'affronter. Et d'ailleurs, Aizen a aussi son power-up avec un chara-design plus que discutable. Non, sérieux, il a vraiment perdu du flow avec ses transformations. Dans cette forme,
il était si puissant qu'Ichigo a dû claquer le Mugetsu. Un pouvoir si puissant que s'en a sacrifié ses pouvoirs de Shinigami définitivement. Ça a certes mis mal à Aizen, mais il était encore en vie après cette attaque qui aurait détruit n'importe quel autre personnage du manga. C'est Urahara qui l'a scellé juste après en le prenant par surprise. Cependant, ce n'est pas la fin pour lui, puisqu'il va être utile dans le dernier arc. Et contrairement à d'autres mangas où le méchant le plus marquant de l'œuvre s'est fait dépasser, bah en vrai là, c'est pas le cas, puisque Yua, l'antagoniste final et le personnage le plus puissant de Bleach, le considère comme l'un des potentiels de guerre, soit l'un des 5 persos qui peuvent être un danger pour lui. Et sous la menace qu'il y avait en face, les Shinigami ont décidé de le libérer pour qu'il leur vienne en aide. Et même là, il est hyper impressionnant. Il est dit qu'il a un réaction comparable à Yua, alors qu'en face, je le rappelle, mais c'est le personnage le plus puissant de l'œuvre. Et le pire, c'est qu'il est nerfé, puisqu'une grande partie de ses pouvoirs sont encore scellés. En tout cas, il a grandement contribué à la défaite de Yua, et à la fin du manga, il est retourné scellé. Car ouais, ce serait pas très raisonnable de laisser un aussi bon manipulateur en liberté. Alors, pourquoi j'ai choisi lui alors qu'en vrai, c'est pas le personnage le plus puissant de Bleach? Déjà, parce que je trouve qu'Aizen est bien plus polyvalent, notamment grâce à son intelligence. Et avec, il peut s'adapter et vaincre des personnages beaucoup plus forts que lui. Et aussi, c'est clairement l'antagoniste qui a plus marqué Bleach. Je dirais même que c'est un meilleur boss final que le vrai boss final de Bleach. Bon après, ça sera pas la dernière vidéo sur ce sujet, et c'est pas exclu que je parle de Yua dans une prochaine. Un antagoniste qui gagne à la fin, c'est dangereux, mais un antagoniste qui non seulement gagne, mais en plus devient un dieu, ah bah là, je pense qu'on peut pas faire pire. Eh bien, giga spoiler alerte, puisque c'est exactement le cas de Ao Asakura dans Shaman King. Vous savez, cet animé des années 2000 au générique juste iconique en VF. Shaman King. Déjà, à la base, on est sur un chaman ultra puissant, puisqu'à 1000 ans, c'était le plus grand Onmyoji, les chamans japonais capables de prédire l'avenir et de créer des Oni, en plus de maîtriser les 5 éléments. Et en quoi Ao était le meilleur? Ah, eh bien, il a fondé la plus puissante famille d'Onmyoji, les Asakura, en plus d'avoir appris le plus grand sort de magie, celui qui permet de manipuler sa propre vie. Avec ça, lui qui voulait éradiquer l'humanité a pu se réincarner à plusieurs reprises. La première fois, c'était il y a 500 ans, juste avant le Shaman Fight désignant le nouveau Shaman King, qui est basiquement le dieu des chamans. Et il y avait foutu un joyeux bordel. Comment? Ah, en se réincarnant en Patch, ceux qui organisaient le tournoi, et en volant l'esprit du feu, l'un des plus puissants esprits qui existent. Et il a aussi massacré sans pitié ceux qui se mettaient sur son chemin, tout en donnant des pouvoirs chamaniques à ceux qui choisissaient comme ses futurs alliés. Oui, parce que tout ça, c'était pour être prêt dans sa 3ème vie, celle où il s'est réincarné en tant que frère jumeau de son descendant, Yo Asakura. Et ce qui a rendu Ao si puissant lors du Shaman Fight de l'an 2000, c'est clairement toute cette préparation qu'il a pu faire en amont. Avec des alliés de choix et l'esprit du feu à ses côtés, plus rien ne pouvait empêcher Ao d'atteindre son objectif ultime, devenir le Shaman King pour devenir un Shaman Kingdom débarrassé des humains. On parle quand même d'un mec qui était tellement puissant et préparé qu'en tant que bébé dans sa 3ème vie, il pouvait maîtriser un sort de malédiction qui renvoie les attaques, ce qui lui a permis de survivre. Et ça marche même sur les puissants sorts vaudous qu'on tenterait de lui infliger sans qu'il le sache. Donc déjà niveau défense, il est plus que fumé avec ça, sauf qu'en plus, à cause du Reishi, cet enfoiré charismatique peut lire dans les pensées les cœurs des gens. Ah bah vas-y, va lui faire un coup dans le dos avec ça. Niveau puissance, bon, comment te dire qu'il se met plutôt bien. Autant dans sa première vie, où il utilisait comme esprit les puissants Oni, Zenki et Goki, mais dans sa 2ème et 3ème vie, il était clairement au-dessus de tout le monde avec l'esprit du feu. Un des 5 grands esprits élémentaires créés par le Great Spirit, le roi des esprits. Un puissant esprit dont la puissance dépend du nombre d'âmes qu'il a absorbées. Et quand on voit qu'il est passé d'une forme de bébé à celle d'un gigantesque méca de feu qui ravage tout sur son passage, je vous laisse deviner le nombre de morts que Ao a causé. Surtout qu'en plus, Ao il peut tricher et utiliser ses compétences d'Onmogi pour modifier l'élément de son esprit de feu pour en faire un esprit de l'eau, par exemple. Oui, il peut faire ça. Ah, et sinon il peut aussi convertir son esprit de feu en armure de combat ultra pétée si besoin, histoire de vraiment montrer qui est le boss. Dites-vous qu'Ao était si puissant qu'il finit bel et bien par gagner et devenir le Shaman King en fusionnant avec le Great Spirit. Sous cette forme, il était si puissant que même les 5 guerriers élémentaires qui étaient Yo, Ren, Lisière des Ciels, Chocolove McDonnell et Ororo n'ont pas pu le battre, alors qu'ils utilisaient tous des grands esprits élémentaires. Résultat, le méchant avait bel et bien gagné, et la seule chose qui l'empêchait d'accomplir son rêve, c'était que, plot twist, les précédents Shaman King soient d'accord avec lui, ou sinon ça déclenche un nouveau tournoi opposant les équipes de chacun d'entre eux, le Flower of Maze. En tout cas, malgré ce plot twist un peu con pour faire une suite, je trouve qu'on peut difficilement faire un antagoniste plus fort que Ao, vu qu'on parle vraiment d'un des rares à avoir gagné à la fin du manga de base, et franchement, je trouve ça ouf. Depuis que je fais ce concept, il y a un personnage que j'ai en tête, et c'est Ricardo Martinez, le champion du monde des poids plumes d'Hajime no Ippo. Et ce, pour une très bonne raison, il domine clairement la boxe mondiale. C'est simple, c'est le meilleur boxeur dans son univers, et ce,
quelle que soit la catégorie de poids. Ça on le voit bien, vu qu'il est premier dans le classement, pound to pound. On découvre Ricardo dans l'arc revanche, où Eiji Date, l'ancien champion du Japon, qui a d'ailleurs battu Hippo, souhaite affronter l'homme qui l'avait battu. En effet, Date a tenté le titre mondial il y a longtemps, mais il s'est fait pulvériser au deuxième round. Du coup, il est prêt à prendre sa revanche. Dans le même arc, Hippo fait un sparring avec Ricardo. Et là tu dis en vrai, why not hein. Hippo à ce moment-là, il est champion du Japon et il peut faire quelques trucs. Sauf que je sais pas comment vous le dire, mais il n'a rien pu faire. Le champion du monde a juste anéanti le champion du Japon avec juste sa gauche. Même la technique ultime d'Hippo, soit le Dempsey Roll, c'était un pétard mouillé. Mais bon, revenons à Date contre Ricardo. Dans le match, ça semblait bien se passer. Date est devenu bien plus fort et il était bien préparé. Mais au troisième round, c'est vraiment la merde, puisque Ricardo a utilisé son premier style de combat qui est bien plus bourrin. Le pauvre Date a tenu 10 rounds à se faire détruire. Et honnêtement, c'était chaud. Hein. Il avait la mâchoire, les côtes et même les dents pétées. Et même le poignet cassé. Mais bon, Date avait prévu le coup, puisqu'il a une attaque secrète, le Heartbreak Shot. Une attaque où tu tapes dans le cœur, ce qui empêche le corps de l'adversaire de bouger. Sauf que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La première fois, Ricardo l'a bloqué avec le coude, et la seconde fois, le poing de Date était brisé, et il n'a pas mis assez de force pour que la technique marche. Résultat des courses, Eiji Date, qui était sans doute le second meilleur boxeur qu'on avait à ce moment-là, il n'a rien pu faire. Mais bon, malgré ses défaites, il a passé le relais à Hippo, et c'est à lui de battre Ricardo dans le futur. Mais bon, ça c'était il y a 90 tomes. Oui, Hippo c'est plutôt long, et notre protagoniste a arrêté la boxe. Du coup, c'est d'autres personnes qui vont essayer de le faire tomber. Il faut d'ailleurs savoir une chose, c'est que la boxe mondiale est divisée en deux divisions. Il y a la WC et la WA, et Ricardo est champion dans cette dernière. Il est tellement fort que personne ne veut l'affronter, donc tout le monde cherche à être le meilleur en WC. Et pour vous dire à quel point il est fort, l'ancien champion de l'autre catégorie, il a abandonné son titre pour l'affronter. Il était très fort, et même invaincu, et il a fini par se faire exploser en un round. De notre côté à nous, les lecteurs, on pensait que Wally, son côté imprévisible, allait le mettre en difficulté, mais Ricardo l'a totalement maîtrisé. Et actuellement, il affronte Sando, le boxeur le plus instinctif et destructeur du manga. Mais bon, ça se passe pas hyper bien, le tigre de Naniwa ressemble maintenant à un chaton. Si Ricardo est aussi fort, c'est surtout pour sa maîtrise de la boxe. Il ne fait aucun mouvement inutile, ce qui fait qu'on a du mal à voir ses jabs. Et il a tellement entraîné sa gauche qu'il fait des dégâts perçants, assez pour briser la garde de l'ancien champion de la WC et mettre dans les vapes Hippo, qui est pourtant extrêmement résistant. Enfin bref, Ricardo maîtrise à la perfection les fondamentaux. Il n'a pas de technique particulière comme Hippo et Sando, ou une puissance surhumaine comme Takamura. Il a juste la théorie, et surtout, le fait qu'il analyse tout. Quoi que tu fasses, il va lire en toi comme un livre ouvert, et cherchera à te punir en utilisant la meilleure stratégie. Et honnêtement, cette page où on peut lire ses pensées, elle est juste terrifiante. Non, sans déconner, le gars est sans doute une machine. C'est le boxeur le plus impressionnant. Même si dernièrement il a pris quelques coups contre Wally, il a toujours gagné avec une facilité déconcertante. Et si dans la vidéo sur les protagonistes, j'avais dit que Takamura était un monstre avec ses 28 victoires pour 28 KO, Ricardo c'est une légende avec 70 victoires pour 0 défaite. Sachant qu'en plus, contrairement à Takamura, il n'a jamais galéré. Il est vraiment au sommet du monde. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, être l'homme le plus fort ne lui procure aucune satisfaction. Il gagne tellement facilement qu'il trouve ses victoires ennuyeuses. Et à cause de ça, il ne sait pas à quel point il est fort, ou si sa technique est bonne, parce qu'il ne peut la montrer à personne. Ricardo, c'est son seul. Il est tellement fort que ça l'isole. Et espère une seule chose, qu'un jour, il pourra affronter quelqu'un au sommet. Et peut-être que dans le futur, ça sera contre Hippo, qui étonnamment se pose les mêmes questions que lui. C'est quoi être fort ? Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection? En tout cas, je trouve qu'il y a des persos comme Aizen, Cars ou Ricardo qui sont quand même super intéressants à suivre et à traiter. Mais il y en a d'autres comme Sukuna ou Ao qui illustrent bien le problème que c'est de mettre un antagoniste intuable. Mais pour vous, quel antagoniste semble être trop fort pour son manga? J'ai déjà quelques idées pour la prochaine partie, mais des suggestions sont toujours les bienvenues. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!